Je suis... triste. Quand j'étais jeune, certains d'entre vous le savent, je me dosais déjà pas mal aux films et aux dessins animés. Et bien que je sois tombé amoureux de beaucoup d'œuvres étant petit, je dois avouer que je raffolais des aventures de Batman, Superman et la Justice League à la télévision. Ces séries d'animation me transportaient et je vous avoue avoir longtemps été en admiration devant ces personnages. La Justice League était soudée, intelligente, courageuse et la complémentarité des pouvoirs de chacun était très bien exploitée. Vous imaginez alors mon bonheur quand en 2012 j'ai appris que le prochain film Superman était censé lancer l'univers de la Justice League au cinéma avec un traitement sombre, mature et violent des personnages de DC Comics. Mais aujourd'hui, je pense que nous serons tous d'accord pour dire que le navire a pris l'eau et que la Justice League au cinéma ne fut que l'ombre d'elle-même. Et depuis que j'ai vu le film il y a un an, je ne cesse de me poser une question. Que s'est-il passé? Un univers avec un tel potentiel, de tels personnages, de telles histoires à raconter. Comment cela a pu prendre l'eau au point que les deux acteurs principaux de la saga prennent la poudre d'escampette et quittent l'univers du DCEU? Comment on en vient en 2018 à devoir se taper un Aquaman qui a l'air visuellement assez dégueulasse et balance tout son film dans le trailer, ou encore un Shazam qui ressemble plus à un remake de Big version super-héros qu'à un vrai film appartenant à l'écurie DC Comics? À l'heure où cette vidéo sort, je suis déjà sûr que vous avez tous vu Aquaman. Vu le temps que je mets à monter mes vidéos, il y a de grandes chances. Le projet était parfait sur le papier et rendait réellement hommage aux personnages de l'écurie DC Comics. Mais en l'espace de 5 films, nous sommes passés de ça à ça. Il vous embête encore, le monsieur? De ça à ça. Là, c'est arrivé, ça saigne bien. Et de ça à ça. Alors c'est elle. Et je ne comprends toujours pas qu'est-ce qui a pu se passer. Vraiment, je ne comprends pas. Et bah c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, alors détendez-vous, un petit truc à boire, un petit truc à manger, on enlève les chaussures, pépère, détendax, et laissez-moi vous raconter la tragique histoire du DC Extended Universe. Les adaptations de DC sur grand écran ne datent pas d'hier. Batman en 1966 avec Adam West, Superman en 1978 de Richard Donner et ses 3 suites, ainsi que la duologie Batman signée Tim Burton en 1989 et 1992, et celle signée par Schumacher en 1995 et 1997. Bien sûr, je ne parle que des films majeurs, il y en a d'autres, mais qui s'en fout? Sans oublier les séries live-action telles que Wonder Woman, Flash, Lois et Clark ou encore Smallville. À l'époque, les super-héros au cinéma n'étaient jamais vraiment pris au sérieux, et bien que ces films aient rencontré le succès, ils étaient avant tout réservés aux enfants et aux lecteurs de comics, ou encore aux amateurs de films d'action, comme Blade. Mais c'est en 2000 et 2002 que la donne change et que le genre est démocratisé auprès du public, avec X-Men de Bryan Singer et Spider-Man de Sam Raimi. Ces deux films sont un carton commercial, tout le monde ne parlait plus que de ça, et les studios hollywoodiens se sont dit qu'il y avait sans doute un filon à exploiter. Des suites sont rapidement mises en chantier, et les adaptations de comics en tout genre, pour la plupart faites à la va-vite afin de surfer sur la mode du moment, se mettent à débarquer. Voilà, ça c'est la liste de la douleur. Et je vous dis adaptation de comics, mais en réalité on parle de personnages de l'écurie Marvel. Leurs droits étant disséminés à travers plusieurs studios, il est facile de les faire pleuvoir sur le box-office. Et pendant ce temps, chez DC Comics, la volonté du studio Warner Bros, détenteur de la quasi-totalité des droits des personnages, était de ne pas rusher ces adaptations et, au contraire, de proposer au public des univers plus sombres et plus sérieux que chez les studios concurrents. Il planche donc sur un reboot des aventures de Batman, loin de l'ambiance fun et colorée des deux derniers opus, ainsi que sur une nouvelle aventure de Superman, suite de la saga lancée par Richard Donner, mais ne prenant en compte que les 2 premiers films. C'est ainsi qu'en 2005 sort Batman Begins, écrit et dirigé par un jeune Christopher Nolan tout juste sorti du tournage de Memento. Le succès est au rendez-vous, ce qui poussera la Warner à immédiatement commander une suite. Tandis que l'année d'après, sort Superman Returns, dirigé par Bryan Singer, encore lui, qui n'a pas eu droit au même succès. Et c'est mon Superman préféré. Voilà. Ainsi arrive en 2008 le saint graal des films de super-héros, The Dark Knight. Enfin un film sombre, prenant, épique et bourré de suspense au traitement mature et réaliste. Enfin le Batman plein de doutes, devant chaque fois surmonter une épreuve plus difficile. Enfin le Batman que les fans méritent. Que dis-je? Enfin le film que Batman mérite. Je pourrais parler de ce film pendant des heures. Le succès est phénoménal et The Dark Knight cartonne en devenant instantanément culte. C'est enfin la grande chance pour DC Comics de se faire une place dans ce game bouché par trop de productions super-héroïques. Mais, cette même année, Marvel a, lui aussi, frappé très fort. Oui, je vous dis Marvel car c'est bel et bien eux qui détiennent encore les droits de la plupart de leurs personnages, bien qu'ils en aient vendu un paquet afin de ne pas couler. Mais ça, c'est une autre histoire.
Et ils ont donc décidé de se mettre à la production de cinéma super-héroïque en collaboration avec les studios Paramount tout de même. Et c'est ainsi que, toujours en 2008, lors de la scène post-générique du Iron Man de Jon Favreau, chose qui se faisait rarement à l'époque, est teasée une promesse. Celle de se faire rencontrer plusieurs super-héros dans un même long métrage. Aujourd'hui, ce concept peut nous sembler banal, mais croyez-moi, à l'époque, c'était du jamais vu et la hype était énorme. Quelques mois plus tard sort l'incroyable Hulk qui voit Tony Stark débarquer dans sa dernière scène. Marvel l'a confirmé. Un film sur les Avengers verra bien le jour. La Warner décide alors d'essayer de copier son concurrent direct et tente elle aussi de lancer son propre univers cinématographique. Vous vous attendez à ce que je vous parle de Man of Steel ? Mais non. En 2011 arrive Green Lantern, qui fut un échec commercial et critique et deviendra une tentative de lancement de franchise avortée. Un peu comme Dracula Untold ou La Momie avec Tom Cruise. Ah, Hollywood. Mais Green Lantern est pas mal. Faut vraiment que je fasse une vidéo dessus. La Warner se consolera alors en 2012 avec son Dark Knight Rises qui fera de beaux scores, mais qui ne pourra pas servir de tremplin pour la Justice League. Encore heureux, putain. Alors que du côté de la concurrence, la machine est en marche et le Marvel Cinematic Universe est en pleine expansion. Arrive Iron Man 2, Thor, Captain America First Avenger, jusqu'à l'avènement en 2012, The Avengers, réalisé par Joss Whedon. Mais dans ses manches, Warner possède un atout de qualité qu'elle compte bien exploiter. S'étant fait remarquer sur son excellent remake de l'Armée des Morts en 2004, un certain Zack Snyder arrive chez la Warner pour se voir proposer une adaptation du célèbre roman graphique 300. Le film sorti en 2006 fut un succès, tout comme une autre adaptation de comic book sortie en 2009 et toujours dirigée par Zack Snyder, Watchmen. Et si vous n'avez pas vu Watchmen, je vous invite à couper cette vidéo, à aller le... Non, je déconne. Mais regardez-le. Il fera aussi Le Royaume de Gaoul en 2010 et Sucker Punch en 2011. Snyder est un réalisateur qui travaille vite et bien, avec un sens de l'esthétique hors norme. Il a tendance à proposer des images qui restent en tête, cherche à repousser les possibilités graphiques et tente à chaque plan de créer une image unique. Mais ça va plus loin, il filme chacun de ses personnages avec intérêt et respect, arrive à tourner des scènes d'action de manière incroyable, a un sens de la mise en scène toujours intelligent et surtout, est passionné par le mythe. Dans chacun de ses films, Snyder semble fasciné par la grandeur de certains personnages, leur aspect fantastique et leur rôle au sein de leur univers. La Warner voulait une saga sombre, sérieuse, tragique et visuellement ambitieuse, aux antipodes de leur précédent Green Lantern et du MCU. L'idée était de se baser sur l'atmosphère de la trilogie du Dark Knight. Et moi, tu me vends ça, bah, je te dis oui direct. Il était donc évident que Zack Snyder allait devenir pour la Warner le moyen de pouvoir créer un univers cinématographique à la hauteur des personnages de DC Comics. Étant prévu comme le seul réalisateur à la barre, Snyder pose sa première pierre en 2013 avec Man of Steel. Ce film nous raconte comment Kal-El, kryptonien rescapé de sa planète natale et adopté par des humains, va devoir accepter le rôle qui est le sien et devenir le protecteur de la Terre que l'on connaît tous, Superman. Il devra pour cela affronter le général Zod et son équipe, kryptoniens eux aussi, qui ont été enfermés dans la zone fantôme après une tentative de coup d'état sur le conseil de Krypton. Jor-El, le père de Kal-El, sachant que la planète allait exploser, a imprimé toutes les données du codex kryptonien dans une clé USB avant de mettre son fils dans un vaisseau direction la Terre. À l'âge adulte, Kal, que nous connaissons mieux sous le nom de Clark Kent ou Superman, est en quête d'identité et en recherche d'informations sur sa culture natale. Il retrouve donc un vieux vaisseau kryptonien prisonnier des glaces arctiques depuis 20 000 ans, dans lequel il y rencontre la mémoire de son défunt père, qu'il active grâce au codex. Ce dernier lui explique qu'il est voué à faire de grandes choses et que son destin est de devenir le protecteur de la planète Terre. Il y rencontre aussi Lois Lane et oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il lui fait ? Tu parles d'une première rencontre ? Et c'est aussi dans ce vaisseau qu'il endosse pour la première fois son costume de Superman, acceptant ainsi sa destinée. Et purée, il a bien fait parce qu'il va en avoir du pain sur la planche. S'étant libéré de la zone fantôme à la destruction de Krypton, le général Zod arrive sur Terre suite à la réception de l'onde radio dégagée du vaisseau activé par Superman. Cherchant le kryptonien sur Terre et le contraignant à se rendre avec une menace qui ne blague pas... Rends-toi dans les 24 heures ou regarde ce monde en subir les conséquences. Kal se rend aux autorités dans le but d'être livré au général Zod. Une fois quelques interrogatoires passés, Superman est livré aux méchants et se retrouve à bord du vaisseau du général en orbite autour de la Terre. Et Lois Lane est avec lui. Ne me demandez pas ce qu'elle fait là, moi-même j'ai pas compris. Le général Zod demande que cette femme vienne avec moi. Zod nous explique qu'il est resté enfermé dans la zone fantôme. Moi et mes officiers avons été condamnés aux ténèbres de la zone fantôme. Le mec se fait emprisonner dans la zone fantôme maximum 1 heure avant la destruction de Krypton. Et il est libéré à la destruction de Krypton. Je commence à me demander si ce film veut vraiment mon bien.
Son objectif, donc, est d'utiliser 2 machines, placées à chaque extrémité de la planète, dans le but de modifier l'atmosphère de la Terre afin de créer un nouveau Krypton. Il justifie son acte par son code génétique, ayant été programmé pour faire vivre Krypton à n'importe quel prix. J'avoue, ça c'est cool. Un méchant qui n'a pas choisi le mal mais qui y est contraint au plus profond de son être. Touchant. Bref, Lois et Superman arrivent à s'échapper et la partie full baston du film commence. Clark affronte premièrement les sbires de Zod dans un combat aussi intense qu'épique se déroulant à Smallville. L'armée fait face pour la première fois à la puissance des Kryptoniens et à leur pouvoir de destruction, mais comprend aussi que Superman est l'un de leurs alliés, prêt à se battre pour sauver l'humanité. Le général Zod, de son côté, met en place les 2 machines. Et on peut dire que ça fait de sacrés dégâts. En ayant terminé avec les sbires, Superman s'empresse de partir à la recherche de ces machines. Il se rend donc au beau milieu de l'océan Pacifique pour détruire la première, et en retournant sur Metropolis, constate que Lois et l'armée ont réussi à détruire celle qui s'y trouvait. L'explosion attire alors vers elle tout ce qui se trouve autour, excepté Lois Lane, visiblement imperméable à la gravité. Non mais bordel, qu'est-ce que c'est que ce passage ? Même Superman est complètement attiré par l'implosion. Regardez sa peau de kryptonien qui commence à s'effriter. Hello, c'est un kryptonien. Des gens remontent, des voitures remontent, mais Lois est toujours attirée par le sol. Et même sa manière de tomber, qu'est-ce que c'est que ce jeu d'acteur de merde ? On dirait un bébé dans son bain. Mais calmons-nous, c'est bientôt la fin. Zod et Superman s'affrontent ainsi au milieu d'un champ de ruines dans un combat digne de la meilleure adaptation cinématographique de Dragon Ball. Elle n'existe pas encore cette adaptation, mais quand elle existera, elle ressemblera à ça. Enfin un Superman à bout de nerfs, lui qui contrôlait absolument tout dans les anciennes adaptations. Enfin un traitement réaliste sur les conséquences d'un combat entre êtres si puissants. Et enfin la scène d'action qui donne espoir aux fans de comics. Ça y est, DC est capable de nous proposer de grandes choses au cinéma. Car on ne va pas se mentir, DC Comics au niveau des scènes d'action était bien en dessous de son concurrent. Superman tord le cou du général Zod, rappelle à l'armée qu'il souhaite protéger l'humanité et se trouve un job au Daily Planet, devenant pleinement le super-héros que l'on connaît. Le film n'est pas mauvais, j'en vois déjà qui pensent que je le déteste parce que je le critique un peu, non pas du tout. Mais par contre ce qui est marrant c'est que quand j'étais plus jeune et que je l'ai découvert pour la première fois, je l'ai détesté. Et c'est en le revisionnant pour l'écriture de cette vidéo que justement j'ai commencé à l'apprécier et à lui trouver quelques qualités. Tout d'abord, visuellement le film est magnifique. La direction artistique est rondement menée et Zack Snyder n'a pas trahi sa réputation. L'image est forcément un peu plus claire que dans ses anciens films, mais on reconnaît sa patte, son envie de créer des images puissantes et sa passion pour les figures mythiques. Ici, Superman n'est pas traité comme un humain avec des super pouvoirs, il est un alien, un extraterrestre qui doit gagner sa place dans notre société. Si nous mettions carte sur table une fois pour toutes. Je vous fais peur parce que vous ne pouvez pas me contrôler. Ni maintenant, ni jamais. D'ailleurs, ça me rappelle un passage de Tarantino sur Superman. Extrait. Tu sais sans doute que la bande dessinée est une de mes passions. Surtout les histoires de super-héros. Je trouve que toute cette mythologie qu'il y a autour des super-héros est fascinante. Prenons par exemple mon super-héros préféré, Superman. Pas trop terrible comme BD, pas génial au niveau du dessin. Mais la mythologie, elle, est tout à fait géniale. Elle est brillante. Un truc de base de la mythologie du super-héros, c'est qu'il y a le super-héros et puis il y a son alter ego. Batman est en réalité Bruce Wayne. Spider-Man est en réalité Peter Parker. Il faut qu'il mette un costume pour devenir Spider-Man. Et c'est sur ce point très caractéristique que Superman se différencie des autres. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Quand Superman se lève le matin, il est Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Lorsque Kent met les lunettes et le costard, ça, c'est un déguisement. Ça, c'est le costume que Superman met pour donner le change. C'est ça que Snyder a compris et qu'il tente de retranscrire dans Man of Steel. Et c'est selon moi la meilleure manière dont aborder l'origin story de Superman. Ce avec quoi j'ai un peu plus de mal, c'est le scénario. Certes, l'histoire est intéressante et elle se tient debout si on occulte les quelques incohérences que j'ai évoquées. Mais mon problème, c'est que ce film est très long à démarrer.
Man of Steel est jonché de nombreux flashbacks disséminés un peu partout dans le film, ce qui n'est pas sans rappeler Batman Begins qui lui aussi nous racontait l'enfance et l'adolescence de son héros de manière explosée en première partie de film. Mais là où selon moi il est intéressant de découvrir la jeunesse de Bruce Wayne, celle de Superman m'emmerde. Entre la découverte des pouvoirs, celle du vaisseau, le sauvetage du bus, la bagarre contre les voyous ou la mort de Jonathan, il y a trop de flashbacks qui ne racontent rien d'intéressant. Je ne dis pas qu'ils ne servent à rien juste pour avoir à râler, mais bien parce qu'il ne développe pas la thématique principale du film, à savoir un alien vivant parmi nous et cherchant sa place, mais juste celle d'un adolescent rejeté, possédant des pouvoirs qu'il n'accepte pas et qu'il veut cacher. Je trouve que ça n'apporte rien au personnage, et à part la mort de Jonathan, le film se passerait très bien de ces passages-là. Mais en soi, je pense que Man of Steel reste un bon film. Il nous rappelle avec brio à quel point l'humanité a besoin de Superman, mais l'ignore, à quel point il est difficile de trouver sa place dans ce monde, et à quel point il peut être difficile aussi de savoir qui l'on est. Bref, pour 225 millions de dollars, Man of Steel en a rapporté 660 à travers le monde, ce qui est largement suffisant pour lancer une suite. Toujours sous la direction de Zack Snyder et souhaitant concurrencer Marvel le plus vite possible, la Warner propose de faire une suite à Man of Steel dans laquelle l'idée d'intégrer la Justice League est omniprésente. Et il est prévu sur le long terme que Zack Snyder soit responsable d'un film Justice League en 2 parties, mais ça on aura le temps d'y revenir. Basé sur les conséquences de la bataille finale de Man of Steel et sur la réaction des êtres humains à la présence de Superman dans leur monde, Batman v Superman arrive chez nous en 2016. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film avait fait couler beaucoup d'encre avant même sa sortie, et ce pour plusieurs raisons, dont la plus importante, Ben Affleck en Batman. La communauté des fans a trouvé ce choix tellement mauvais qu'une pétition ayant récolté plus de 80 000 signatures a vu le jour, mettant l'acteur dans une position difficile lors de la promotion du film. Et cette communauté de fans, croyez-moi, on va en reparler. Si on ajoute à cela le fait que la Warner a imposé à Zack Snyder de couper 30 minutes de film, le faisant passer de 3h à 2h30, ainsi que le fait que les retours des projections tests et presse étaient très mauvais, Batman v Superman est sorti dans un climat légèrement austère et méfiant. Je tiens à préciser que je ne prends en compte ici que la version Director's Cut du film, donc la version de 3 heures. La version au cinéma, je l'ai vue une fois au cinéma, et je l'ai plus jamais revue de ma vie, donc pour moi Batman v Superman il dure 3 heures, c'est tout. Ce film nous raconte le conflit idéologique ayant lieu entre Batman et Superman. Après la bataille de Metropolis dont il a été témoin, Batman, plongé dans la dépression depuis plusieurs années, se met en tête de tuer l'homme d'acier en prévention des autres dégâts qu'il a le pouvoir de causer. Il a le pouvoir d'exterminer le genre humain, et même s'il y avait ne serait-ce qu'1% de risque qu'il soit notre ennemi, il faut se dire que c'est une absolue certitude. Il faut aussi avouer qu'il fait des rêves prémonitoires assez chelous et que Flash vient le voir du futur pour lui dire de se méfier de Superman. Donc personnellement, même à sa place, moi je battrais. Pour tenter de défier l'homme d'acier, il va donc voler de la kryptonite trouvée sur les débris de la machine de Zod dans l'océan Pacifique, aujourd'hui récupérée par Lex Luthor, afin de s'en servir comme arme mortelle contre Superman. Et il rencontre une nana, là. De son côté, Clark Kent enquête en civil à Gotham City sur les actes criminels du Batman, depuis quelques années devenu extrêmement violent envers les malfrats. Parallèlement à cela, il se retrouvera convoqué devant le Sénat en tant que Superman afin de répondre de ses actes de destruction sur la ville de Metropolis. Mais ça, c'est sans compter sur la présence de Lex Luthor qui va bien foutre sa merde comme d'habitude, d'ailleurs parlons-en. Ayant réussi à mettre la main sur la dépouille du vaisseau du général Zod s'étant craché dans la ville, Lex cherche un moyen de détruire Superman par jalousie du pouvoir qu'il possède. Rien de neuf. Afin d'obtenir la kryptonite que Batman tentera de lui voler, Lex fait exécuter la sénatrice opposée à la décision lors de l'audition de Superman, tuant ainsi la salle entière. C'est ce qu'on appelle d'une pierre deux coups. D'un côté, il tue la personne qui l'empêche d'obtenir la kryptonite, et d'un autre côté, il fait baisser Superman dans l'opinion publique, le faisant accuser de l'explosion. S'étant fait voler son morceau de kryptonite par Batman, Lex, qui visiblement connaît l'identité de Superman, kidnappe Martha Kent, sa mère, afin de contraindre l'homme d'acier de tuer le Batman, espérant qu'en réalité il sortira perdant de ce combat. Oh mon Dieu, c'est dingue! On ne voit pas le temps passer. Quand tu es arrivé, tu avais 1 heure. Maintenant tu as moins. Mais c'est pas grave, grâce à sa super Wii, à sa vision 3D et à sa vitesse supersonique, il va facilement la retrouver, sa mère. Je dois aller à Gotham pour le convaincre de m'aider. Sinon, il devra mourir. Parallèlement à cela, la mystérieuse femme que Bruce Wayne a rencontrée, Diana, reçoit un mail de ce dernier contenant des informations sensibles sur Lex Luthor. On y découvre une photo d'elle et de soldats lors de la Première Guerre mondiale, nous faisant comprendre qu'il s'agit de Wonder Woman, ainsi que des vidéos nous faisant découvrir les futurs Flash, Aquaman et Cyborg. Tiens, ils sont sympas ces logos.
Mais trêve de mondanité. Nous arrivons à la raison pour laquelle nous sommes entrés dans la salle, mesdames et messieurs. Batman, ayant revêtu une armure et allumé le bat-signal sur le toit du GCPD, attend l'arrivée de Superman pour lui livrer un combat à mort. Refusant d'entendre toute parole de l'homme d'acier, le combat s'engage et se révèle assez court, mais sacrément satisfaisant, tant la malice et la rage de Batman combinées à la perte de contrôle de Super... Attendez, on est où là? On n'est pas censé être sur le toit du GCPD? Ça ressemble à un manoir abandonné. Mais du coup, pourquoi il y a un bat-signal sur ce toit? Regardez, Batman retire la couverture comme s'il était posé là depuis des années. Punaise, c'est la scène la plus importante du film et elle est impossible à resituer. Peut-être que Lois Lane a la réponse. C'est pour aller où? Là-bas! Ah, bah non en fait. Bref, tenant Superman du bout de sa lance de kryptonite, arrive enfin la fameuse phrase « Martha ». Je ne vais pas épiloguer sur cette scène, tout a déjà été dit. Elle est moins brusque qu'elle est problématique au final. Je vous renvoie à la récente vidéo du Fossoyeur de film à ce sujet. Étant le nom de la mère de Superman et le nom de la défunte mère de Batman, entendre cela provoque un électrochoc chez le Chevalier Noir qui se refuse d'aller au bout de son acte, mais est bien décidé à l'aider à sauver sa mère. Maintenant réconcilié, Batman va de son côté sauver Martha avant que le temps ne soit écoulé, quand Superman entreprend d'arrêter Lex Luthor. Ce serait pas plus logique de faire l'inverse ? Martha se fait sauver Arkham Style, dans une scène jouissive et violente mettant en avant tous les talents et savoir-faire du Batman, tandis que Superman découvre que Luthor a prévu un plan de secours au cas où celui-ci sortirait victorieux, Doomsday. Créé à partir du corps du général Zod dans la chambre génétique du vaisseau kryptonien, sa force est immense et il échappe rapidement à n'importe quelle forme de contrôle. Et nous voici dans le climax de ce film, rassemblés pour la première fois au cinéma, faisant face à une incommensurable menace commune, ensemble, Batman, Superman et Wonder Woman du coup, dans une scène d'action visuellement incroyable, dynamique et violente, dans laquelle la force des personnages de DC Comics est retransmise avec puissance. Je regrette un peu que Batman ne soit pas plus impliqué que cela, mais on va dire qu'il a été pris au dépourvu et n'a pas eu le temps de se préparer. Superman finit par se sacrifier pour détruire Doomsday, Luthor est envoyé en prison où il a enfin le crâne rasé, et Bruce et Diana projettent de rassembler les autres personnes ayant des pouvoirs en vue d'une prochaine attaque. Le dernier plan sur le cercueil de Superman nous vend l'idée qu'il n'est pas si mort que cela. Tout comme Man of Steel, j'ai détesté Batman v Superman pendant des années, même après l'avoir revu en version longue, et ce n'est que récemment, en réécoutant le vlog de Durandal et Ivan sur la version Director's Cut du film, que je me suis dit je suis peut-être passé à côté de quelque chose, il faudrait que je le revoie. Et c'est à ce moment-là que je l'ai grandement apprécié. Et il faut dire aussi que cette phrase de Guillaume Cassard m'a mis la puce à l'oreille. Mais justement, un film qui ne correspond pas à nos attentes est-il forcément mauvais ? Un film qui a les coronesses de nous surprendre avec un traitement unique et novateur, qui prend même le risque de perdre quelques spectateurs en route de par ses ambitions. Un film tel que celui-ci peut-il être mauvais ? Ou bien trop en avance sur son temps ? Vous vous y attendiez pas à celle-là, hein ? Batman v Superman est grandiose, il traite chaque personnage avec intérêt, même Lois Lane dont je n'ai pas parlé, même Alfred, même Perry White. L'histoire est très intelligente et brasse des thématiques puissantes telles que l'acceptation de l'autre, l'égoïsme, l'aveuglement, la quête de pouvoir, la vengeance, la justice, bref. C'est juste un film puissant à côté duquel il ne faut pas passer. Toujours présenté de manière mythique, les personnages cristallisent tout leur potentiel tragique et dramatique dans des représentations presque divines de leur personne. Snyder ne nous parle pas d'humains ni d'aliens, il nous parle de figures providentielles qui n'appartiennent presque pas aux habitants de la Terre, mais sont des protecteurs, regardant le monde avec recul et pragmatisme. Waouh, c'est beau. Quelques bémols néanmoins, notamment l'interprétation de Jesse Eisenberg qui ressemble plus à un junkie arrivé là par hasard qu'à un véritable génie du mal, d'autant plus qu'on n'apprend jamais comment il a connaissance des identités secrètes de Batman, Superman et Wonder Woman, ce qui est un manque. Sans oublier le fait que le moment où Batman infiltre LexCorp pour voler la kryptonite n'est littéralement pas montré, alors que visuellement ça aurait pu être ouf. Et j'ajouterai tout le passage sur Doomsday, qui semble un peu ajouté ici pour avoir une scène d'action impressionnante et la mort de Superman, mais scénaristiquement cette fin est dispensable. Le film parle d'un conflit entre humains, y ajouter un monstre sorti de nulle part, c'est un peu too much. D'ailleurs, pourquoi Lex Luthor fabrique un monstre débordant de pouvoir si son objectif est d'être le seul à avoir du pouvoir ? Mais je pinaille, ce film reste une franche réussite et une promesse grandiose pour l'avenir de la franchise. Ceci dit, à sa sortie en salle, les fans étaient mécontents. La version courte de 2h30 était bordélique, Martha n'avait pas encore été digérée, le film avait été spoilé entièrement dans la bande-annonce, et surtout, les gens ne s'étaient pas attendus à un film lent, sombre et sans humour.
Pour un budget de 250 millions de dollars, il en a rapporté 870, poussant la Warner à vouloir étendre son univers avant de continuer cette histoire. Avant même la sortie de Batman v Superman, elle embauche David Ayer, réalisateur de Fury et d'Au bout de la nuit, pour tourner un film sur la Suicide Squad, un escadron de vilains condamnés à faire des missions sous la contrainte. Le film verrait l'arrivée du Joker et de Harley Quinn, mais est aussi vendu comme étant un projet de film sombre et violent, allant même jusqu'à envisager de le rendre R-rated, moins de 17 ans aux USA. En plein tournage, alors que les avis sur le ton de Batman v Superman furent tombés, l'idée de la Warner fut de changer de cap et de rendre le film fun, coloré et tout public. De nombreux reshoots ont aussi eu lieu afin d'ajouter de l'humour au film. Nous sommes passés de cela à cela. Ne sortant que quelques mois après Batman v Superman, Suicide Squad arrive chez nous au mois d'août 2016. Suicide Squad, ou Suicide Squad, nous raconte l'histoire de Deadshot, interprété par Will Smith, sorti de prison et enrôlé de force par Amanda Waller, qui a mis au point le programme Force Special X. Déjà ça part mal. Il y retrouve Harley Quinn, Killer Croc, Captain Boomerang et d'autres personnages dont personne n'en a rien à faire en échange d'un allègement de peine tout de même. Contraint à obéir grâce à des colis explosifs, la Suicide Squad devra infiltrer la ville de Midway City, envahie de monstres et dominée par une force maléfique, l'Enchantress, jusque-là retenue dans le corps d'une humaine. La ville est évacuée et les civils restants ont tous été transformés en monstres de... boue ? C'est pas une menace un peu grande pour un groupe de super vilains ? Le Joker est aussi présent, tout d'abord sous forme de flashback quand toute l'équipe est présentée, puis tente de libérer Harley Quinn pendant tout le reste du film, car il l'aime. Ok, je suis pas le premier à crier fidélité lors des adaptations, mais là, le Joker, enfin, je veux dire, son attitude est quand même aux antipodes du comportement qu'on lui connaît. Il s'en tape de tout, le Joker. Il est libre de toute contrainte, imprévisible, chaotique. Ça me rappelle dans Dragon Ball Evolution quand Sangoku disait ça. Dans ce cas, apprends-moi quelque chose d'utile. Apprends-moi comment faire avec les filles. Apprends-moi à leur parler sans me mettre à balbutier et dire n'importe quoi. Dis-moi comment être normal. Vous n'avez rien compris. Bref, s'ensuivent des scènes d'action soit trop sombres pour qu'on voit grand chose, soit trop cutées pour qu'on suive correctement l'action. Harley Quinn arrive à s'évader, mais en fait non, mais en fait oui. À court de solutions pour vaincre l'Enchantress, dorénavant rejointe par son frère, la Suicide Squad se retrouve dans un bar où des liens fraternels se forment, et l'équipe retrouve le courage de mener un dernier assaut. Deadshot se barre en couille. Tu es le mal absolu. Harley Quinn est en plein délire. Ce monde, il a déjà fait quelque chose pour nous, il peut pas nous sentir. Bah évidemment, tu les tues. Enfin... Qu'est-ce qui te choque dans cette... Enfin, qu'est-ce qui te choque dans ce truc-là, dans cet état de fait? Et l'explosion finale met fin au court règne de l'Enchantress. Oui, je passe assez vite sur ce film, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à raconter, hein. Je voudrais vous y voir, vous. Amanda Waller ne tient finalement pas sa parole, et les membres de la Suicide Squad retournent dans leurs cellules respectives, mais c'est sans compter sur le Joker, qui finit par faire évader Harley, pour de bon, cette fois. Vous serez sûrement d'accord avec moi, ce film est une plaie, une erreur de parcours de la part de DC et Warner qui est passé totalement à côté de son sujet. Trop fun pour être sombre, trop sombre pour être fun, Suicide Squad est un ratage complet. C'est simple, le film met 50 minutes à réellement démarrer, et quand il démarre, c'est pour ne jamais mettre d'obstacles sur la route des personnages, mais les faire réagir de manière égoïste et désintéressée. À aucun moment on a l'impression de suivre un groupe de méchants, les protagonistes ressemblent à des anti-héros paumés dans leur vie en quête de rédemption qui finiront par trouver la paix en se sacrifiant pour sauver le monde. Ce qui est en soi paradoxal, la Suicide Squad se moque de tout, prend la situation à la légère et se découvre une conscience dans le troisième acte, dans un changement de comportement qui sort de nulle part. Ça ne tient pas debout. Le revirement de personnalité d'un personnage, ça fonctionne si on le développe, mais faire évoluer une enveloppe vide, ça me paraît compliqué. Avec ce film, la Warner a tenté de copier le style irrévérencieux des Gardiens de la Galaxie, sorti 2 ans plus tôt. Mais là où une équipe de losers sympathiques fonctionne, Suicide Squad passe à côté de son sujet, rendant les personnages, à défaut d'être sympathiques, ridicules. On est des méchants, c'est notre rôle après tout. La présence du Joker est elle aussi à côté de la plaque. Selon moi, si le Joker est dans un film, ça ne peut être que pour en être l'antagoniste principal. Il ne peut pas être relayé au rang de personnage secondaire, voire tertiaire. Pourquoi ne pas avoir fait comme dans le film d'animation Assaut on Arkham? Le Joker de Suicide Squad n'est ici qu'un personnage parallèle à l'histoire. Comme l'écureuil dans l'âge de glace. J'ai pas d'autre comparaison. Et puis la direction d'acteur, excusez-moi, mais vous trouvez qu'il fait flipper ce Joker? Vous avez l'impression de sentir la moindre once de chaos, d'anarchie et d'insaisissabilité? C'est pourtant l'essence même du Joker, mais là, on a l'impression que le moindre mouvement est calculé, millimétré, dans une scène qui ne laisse pas de place à la folie des personnages. Attendez une seconde, je vais vous mettre la scène où il apparaît, et regardez à quel point la mise en scène s'en tape de lui.
Docteur Quinzel, je ne vis que pour ces moments passés avec vous. C'est quoi? Voilà, le nouveau Joker, il est là. Ah, ça me déprime. Bref, un ratage total qui tentera de consoler les fans avec une version longue contenant une quinzaine de minutes en plus, mais celle-ci ne propose rien d'intéressant et n'est pas suffisante pour calmer la colère des fans. Suicide Squad cartonnera malgré tout à travers le monde et pour un budget de 175 $, il en rapportera 745 à travers le monde. Ce qui est largement rentable et laisse une marge à la Warner pour corriger le tir. Et ce tir justement, c'est à Wonder Woman de le corriger. Sorti en 2017 et réalisé par Patty Jenkins, dont c'est le second long métrage après avoir tourné Monster et avoir quitté la production de Thor, le monde des ténèbres chez le studio concurrent pour cause de différends artistiques, Wonder Woman revient sur les origines de Diana, princesse amazone lors de la Première Guerre mondiale. Vivant sur une île cachée de tous, le peuple amazone composé uniquement de femmes toutes dotées d'une puissance surhumaine ne cherche pas à intervenir dans les conflits extérieurs. Alors qu'elle est encore en phase d'entraînement et non considérée comme apte au combat, Diana rencontre Steve Trevor, un pilote américain échoué sur l'île et suivi de près par des navires allemands. S'ensuit une scène d'action plutôt impressionnante, copiant légèrement le style que Zack Snyder a employé dans 300, surtout au niveau des ralentis. Après avoir tué les soldats et essuyé quelques pertes, les Amazones recueillent Steve Trevor qui leur explique que le conflit actuel entre humains est d'envergure mondiale. Normal, c'est la première... Ok, j'arrête. Diana, encore perdue dans une naïveté légèrement infantile pour son âge, on y reviendra, pense qu'il s'agit là d'une manipulation du dieu de la guerre Arès qui serait revenu après que Zeus l'ait affaibli pour quelques siècles. C'est pas moi qui fais les scénarios les gars. Elle décide donc de suivre Steve Trevor sur le front afin d'arrêter Arès, et après moult négociations avec le conseil de guerre londonien pour être autorisé à rejoindre les tranchées qui n'aboutissent à rien, ils finissent par s'y rendre de manière clandestine. Le professeur Lupin, que nous appellerons ainsi car j'ai la flemme d'aller chercher le nom du personnage, membre du conseil de guerre, leur permet en secret d'obtenir des armes, des vivres et de l'argent pour les aider dans leur périple. Du côté des méchants, nous suivons le général Ludendorff et le docteur Marou qui synthétisent un gaz toxique tuant quiconque le respire, même avec un masque à gaz, et projettent de le déverser sur Londres. Of course! En même temps, ils développent un autre gaz que le général utilise pour devenir temporairement surhumain. Le principal problème que j'ai avec ces méchants, c'est que tout d'abord ils ne servent à rien, mais sont aussi cartoonesques à en mourir. Mais le masque ne servira à rien. Ça, il l'ignore. Mais il reste un autre méchant dans ce film, et vous inquiétez pas, on va s'occuper de lui plus tard. De son côté, Diana est présentée à Saïd, je te croyais plus fort que ça Batman Tagmaoui, un descendant des Indiens d'Amérique et un sniper qui est le plus mauvais tireur d'élite que j'ai vu dans ma vie. Regardez-le, il passe son temps à ne pas pouvoir tirer ou à rater son coup. Et non, ne croyez pas qu'il va réussir un shot sauveur à la fin du film, non. Il rate absolument tout ce qu'il entreprend. Il s'en sert comme jumelle, à un moment. Donc en fait, c'est un clown. Non, j'appelle pas ça un comic relief, j'appelle ça un clown. On est toujours chez DC Comics ou pas? Diana arrive à franchir un no man's land tenu des semaines sans sourciller, montrant ainsi ouvertement aux humains son pouvoir dans une scène aussi belle que dramatique. Je ne sais pas, voir Wonder Woman seule derrière son bouclier face à une centaine de balles ennemies, c'est oui. Le film enchaîne ensuite avec la libération d'un village, scène toujours très satisfaisante en termes d'action, nous apprenant par ailleurs d'où vient cette fameuse photo dans Batman v Superman. Du coup, les personnages fêtent leur victoire avec danse, alcool et plus si affinité. Pensant avoir trouvé Arès en la personne de Ludendorff, Diana et sa team de bras cassés infiltrent un château dans lequel une réception est donnée afin de pouvoir assassiner leur cible, ce qui, selon Diana, mettra immédiatement fin à la guerre. Dissimulant son épée en la tenant par... Wonder Woman rate sa chance de tuer Ludendorff et s'ensuit le climax du film sur le tarmac d'un aéroport, l'objectif étant d'empêcher l'avion plein de gaz mortel de Ludendorff de décoller. Ayant tué le général, notre héroïne constate que la guerre autour d'elle continue. C'est alors que le professeur Lupin débarque, lui avouant qu'il est en réalité Arès et que la guerre n'est pas de son fait, mais bien une décision humaine en pleine possession de son libre arbitre, il n'aurait que soufflé quelques idées aux humains. S'ensuit ce qui est selon moi le pire combat du DC Extended Universe, tout film confondu. Non seulement le méchant a un design pourri, regardez-le avec son armure trop lourde, sa moustache et son expression constamment dans le surjeu. C'est simple, ce combat final est bancal, mal filmé dans une bouillasse numérique qui personnellement m'a fait baisser ma myopie de 2 points à chaque œil. On ne ressent aucune dualité entre les personnages, ni d'enjeu nous impliquant dans ce combat. C'est simplement le cahier des charges qui impliquait une baston badass contre un super vilain, et il a été clairement foiré. Pendant ce temps, Steve Trevor se sacrifie finalement pour faire exploser l'avion, laissant Diana pleine de confusion et de rage, lui permettant de venir à bout de son ennemi.
Après avoir terrassé Ares et appris qu'elle était la fille de Zeus, Wonder Woman se rend compte que les soldats autour d'elle ont arrêté de se battre, laissant planer le doute sur la véritable implication du dieu de la guerre dans ce conflit. À moins que ce soit juste une situation un peu cucu où les soldats se disent d'eux-mêmes « Les gars, on est fatigués, on arrête de se battre ». Le mystère reste entier. Fin. Je vous avoue ne pas grandement apprécier ce film. La première fois que je l'ai vu, je l'ai détesté et il a été assez violent à son égard dans ma critique de l'époque. Petit extrait. Le méchant final est mauvais, d'ailleurs ils le sont tous, j'ai eu 10 minutes d'intérêt pour 2 heures où je tirais la tronche, à quoi ça sert d'avoir une épée? Si tu tranches pas, un sniper qui ne tire pas, une histoire qui n'avance pas, des persos qui évoluent pas, des CGI qui brillent pas, à quoi ça sert d'aimer un film qui au final ne m'aime pas? Ah, les critiques rap. Je suis beaucoup moins radical qu'à l'époque concernant Wonder Woman. L'ayant revu, je lui ai découvert des qualités que je n'avais pas remarquées à l'époque de sa sortie en salle. Tout d'abord, Gal Gadot. C'est simple, je trouve que cette actrice, en plus d'être douée, arrive à apporter caractère, force et détermination au personnage, tout en restant candide et ingénue face au monde extérieur. Ça a l'air con à dire, mais elle me rappelle le personnage de Rocky Balboa, le bon gars au cœur pur, pas très malin, mais très puissant, motivé et toujours prêt à aider les autres. Par contre, bien qu'elle soit un personnage bien écrit et bien interprété, je trouve que Wonder Woman reste un peu trop ingénue pour son âge, la rendant parfois trop comique, voire ridicule lors de certains passages du film. Et comment s'habillent ces femmes pour se battre? Elle ne se... Oh, un bébé! Non, pas bébé. Pas bébé. Celui-là n'est pas fait d'argile. Mais cela reste un personnage vraiment sympathique à suivre. Ensuite, je trouve qu'hormis le combat final, les scènes d'action restent très correctes. Sans être révolutionnaires, elles ont néanmoins un cachet remarquable de par leur mise en scène, réussissant à nous faire ressentir l'impact des coups du personnage. Bon, par contre l'épée, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un effort. Mais malheureusement, et je sais que je suis un cas rare, je trouve Wonder Woman très moyen. Il n'exploite pas le mythe, ni le côté dieu vivant qu'on serait en droit d'attendre d'un tel film. Diana est quand même une Amazone, demi-déesse qui possède des pouvoirs comparables à ceux de Superman. Et à part le No Man's Land qui reste assez impressionnant, je trouve que le film est totalement passé à côté de cet aspect. Je pourrais ajouter qu'il reste un film relativement joyeux et bon enfant, alors que le projet, je vous le rappelle, était de créer un univers sombre, violent et pessimiste, mais vous savez, le chant des fans. Sans oublier que l'histoire part sur une présomption relativement ridicule de Diana, qui part de chez elle pour rechercher un dieu qu'elle n'est même pas sûre de trouver, et à la fin, c'est lui qui la trouve. Mouah. Pour un budget de 150 milliards, Wonder Woman en rapportera 820, le plaçant en tête des films les plus rentables du DC Extended Universe. Comme vous le savez sûrement, une suite est entrée en tournage et devrait arriver chez nous à peu près vers 2020. Mais il est maintenant temps de nous concentrer sur le prochain film de la franchise, sorti en 2017, quelques mois après Wonder Woman, la concrétisation de l'univers DC Comics au cinéma, le film climax de la franchise qui rassemblera les personnages des autres films face à une menace commune, Justice League. Avant d'attaquer le film en lui-même, je tiens à ce qu'on revienne un peu sur sa production et son tournage qui furent chaotiques. Comme je vous l'ai dit précédemment, il était initialement prévu que Zack Snyder soit à la barre de 2 films Justice League. L'idée était de faire un premier film dans lequel la Justice League perd à la fin face à Steppenwolf et Superman, ressuscité et devenu méchant, puis revient dans le second film pour se faire le grand vilain de l'univers DC Comics, Darkseid. Cependant, les résultats critiques de leur précédent film ont fait revoir les attentes de la Warner qui s'est dit que ce serait moins risqué de ne faire qu'un seul opus. Frustré mais toujours intéressé par l'envie de le faire, mais surtout obligé par un contrat le liant à la Warner, Snyder rempile donc. Selon les directives de la Warner, Justice League se devra d'être un film bien plus léger que les précédents Man of Steel et Batman v Superman, plutôt dans le ton et l'esthétique de leur récent Wonder Woman. Le film entame donc son tournage, et alors que celui-ci est quasiment terminé, Zack Snyder apprend le décès de sa fille qui s'est suicidée. Celui-ci abandonne alors le poste de réalisateur et sera remplacé par... Bon, il est louable pour une écurie comme DC de vouloir copier son concurrent. Mais là, ça commence sacrément à se voir et à faire manque d'inspiration, non ? Joss Whedon ne se retrouve pas ici par hasard. Après avoir quitté les studios Marvel après le tournage d'Avengers l'ère d'Ultron sorti en 2015, il dit être en burn-out total et compte réaliser ailleurs des films à moins grande ampleur. C'est alors qu'il toque à la porte de la Warner avec un projet pour un film solo sur Batgirl. Le studio acceptant, il commence alors à écrire son scénario et c'est à ce moment-là qu'il est appelé pour terminer Justice League à la place de Snyder. Mais un autre problème allait encore se poser. La Warner, trouvant le film tourné par Snyder encore trop sombre et sérieux, demande à Whedon de retourner officiellement 20% du film, officiellement, pour le rendre encore plus fun et coloré. Toute la post-production est supervisée par Joss Whedon qui boucle le projet.
Du coup, à quoi ressemble le film? Eh bien... Justice League nous raconte l'alliance de Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg. Et j'ai déjà quelque chose à dire, excusez-moi, la vidéo est longue, mais personne ne s'est dit au début du projet que c'était une idée de merde de pas introduire les personnages dans des précédents films. Je veux dire, c'est ce qui a marché chez Marvel, hein. On présente des personnages avec un univers, un background, une personnalité, et ensuite on les fait se rassembler, et on n'a pas besoin de les présenter, on les connaît déjà. Là on ne connaît pas ces personnages, on ne connaît pas leur personnalité, et je suis certain qu'il y a un grand nombre de personnes dans le public qui n'avaient jamais entendu parler d'Aquaman et Cyborg avant. Vous pensiez vraiment que c'était un bon coup à jouer? Bref, après l'arrivée de Paradémon sur Terre, Bruce et Diana se lancent à la recherche des méta-humains présents sur les fichiers de LexCorp afin de monter une équipe pour protéger l'humanité contre une prochaine attaque. En effet, Steppenwolf arrive sur Terre dans le but de récupérer les 3 boîtes mères présentes sur la planète dans le but de les fusionner et ainsi de dominer le monde. Of course! L'une est détenue par les Amazones, l'une par les Atlantes et la dernière par les humains, plus précisément par le père de Cyborg. S'ensuit une phase de recrutement dans laquelle les blagues nulles et les fonds verts s'enchaînent pendant que Steppenwolf arrive à entrer en possession des 2 premières boîtes. Dans des scènes qui sont parfaitement opposées et donc inégales. Parce que si je déteste le semblant de faux Atlantis dans lequel la scène d'action dure 30 secondes avec zéro tension, celle des Amazones me plaît quand même un peu plus. Battante, celle-ci ne facilite pas la tâche au grand méchant qui, à défaut d'être en difficulté, est pour le moins ralenti. Mais je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire avec cette scène d'Atlantis. Puis les personnages qui forment des bulles pour parler. Même moi qui ne suis pas un fan de comics, je sais que les Atlantes parlent sous l'eau les gars. Il n'y a rien de grandiose, même pas un pauvre château en fond ou le survol d'une ville sur un plan de coupe de 4 secondes. En gros, c'est confidentiel, on nous dit circuler, vous aurez qu'à aller voir Aquaman. Vous n'aurez qu'à aller voir Aquaman. C'est peut-être vrai. Et si c'est vrai, c'est triste. Après un combat peu intéressant dans lequel Flash se pète la gueule, et Dieu sait que ça va arriver dans le film, l'équipe se rend compte qu'elle aurait bien besoin d'un Superman avec elle. Voulant tenter le tout pour le tout, elle combine la dernière boîte mère au pouvoir de la chambre génétique du vaisseau kryptonien toujours au même endroit, afin de créer une décharge d'énergie suffisamment puissante pour le faire revenir d'entre les morts. Ah, parce qu'il était... mort? Désolé, je pensais que la Terre sur le cercueil s'élevait parce que le corps de Superman dégageait de la puissance. Mais je suis bête, que voulez-vous? S'étant réveillé après que Flash ait activé la boîte et se soit cassé la figure, un combat s'engage entre l'Homme d'Acier, quelque peu confus, et la Justice League. Les membres se font bolosser un par un, et après une superbe séquence, Flash se pète encore une fois la gueule, cette fois-ci poussé par Superman. J'appelle ça du viol. Au sens figuré, ne me prenez pas la tête. Mais je suis désolé, Flash se fait violer dans ce film. Ayant prévu un plan de secours en la personne de Lois Lane, Batman l'a fait venir sur le lieu du combat afin de calmer la rage du Kryptonien, et oh mon dieu, mais c'est quoi ces lèvres? Vous connaissez tous l'histoire, Henry Cavill avait une moustache pour son personnage dans le dernier Mission Impossible, et n'avait pas le droit de la raser, et ainsi a tourné les reshoots de Justice League avec sa moustache. La Warner a dépensé des millions pour l'effacer numériquement, et voici le résultat. Un monsieur que j'ai connu disait que l'espoir c'est comme les clés. Si on le perd, il suffit de chercher. Et pendant que Superman s'en va gaiement avec sa dulcinée, Steppenwolf en profite pour voler la dernière boîte restée sur le toit d'une voiture proche du vaisseau de Zod. Désabusé mais toujours motivé, la Justice League décide d'attaquer directement le repère du vilain, reclus en plein cœur d'une centrale nucléaire désaffectée. Baston, et Superman fait enfin son retour afin de réellement en finir avec Steppenwolf. Happy End, générique. Ouais, je passe vite sur la fin, on est tous fatigués. C'est un film bâtard, comme Suicide Squad. Entre le fun et les enjeux dantesques, Justice League ne sait pas sur quel pied danser. Car dans ce film, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Alors oui, Steppenwolf veut dominer le monde, mais à aucun moment je ne sens les personnages lutter ou douter. Si on les voit complètement détendus pendant tout le film, il sera difficile pour nous de ressentir la gravité de la situation. Alors oui, Marvel a réussi avec un Avengers fun, coloré et décomplexé dans lequel on ressentait pas vraiment la menace peser sur la Terre. Mais là où Loki avait une armée qui envahissait une ville habitée, Steppenwolf possède une centaine de paradémons dans un village quasiment désert. On est chez DC, bordel, on a le droit d'attendre plus qu'un simple divertissement, ainsi qu'un peu de grandiose, non? On a eu Man of Steel, avec son combat final à échelle incroyable, puis Batman v Superman, qui, même
même si la moins d'envergure nous avait servi des scènes d'action dans lesquelles les personnages sont en total dépassement de soi. Mais ici, c'est pouf pouf, paf paf, et voilà, on a gagné. C'est complètement ridicule. Et dans la copie de Marvel, ils se sont pas loupés, hein, car dans leur fonction, même les personnages de Justice League sont une pâle copie des Avengers. Batman et Iron Man, Wonder Woman et Black Widow, Superman et Captain America, Aquaman et Thor, Cyborg et Vision, Flash et Spider-Man, qui se pètent encore la gueule dans le combat final d'ailleurs. Oh, et puis attendez, au début du film, on nous vend l'idée que Superman était un symbole et que sa mort a affecté le monde, le faisant perdre espoir. Bon, déjà le seul effet de sa mort qu'on nous montre, c'est un pauvre cajot de pommes renversé, mais depuis quand Superman est un flambeau pour l'humanité dans cette saga? Dans Man of Steel, l'humanité découvre l'homme d'acier et passe tout Batman v Superman à lui cracher à la gueule. On lui dit de rentrer chez lui, on le tient pour responsable des dégâts de la ville, et on ne fait que d'en parler en mal dans les talk-shows. Superman fait peur aux humains, et sa mort ne peut pas avoir fait disparaître l'espoir. La société dépeinte dans Batman v Superman est celle d'une population suivant ce que la télévision lui dit, de milliardaires manipulateurs qui cherchent à contrôler le monde. Ah, toi, ta gueule! Et de vigilantes au bord du suicide. Mais d'où, s'il vous plaît, d'où Superman a été à un moment un étendard pour l'humanité lui inspirant l'espoir. Certains le vénéraient et comprenaient son combat, certes, mais à aucun moment il n'est un symbole pour la planète entière. Putain, même Batman veut le voir mort. Que Suicide Squad fasse de la merde, je peux l'admettre, mais un film Justice League, putain, Justice League, c'est inacceptable, Warner Bros. Et c'est pas ta scène des Amazones, Superman qui tourne le regard au ralenti, ou ton excellent flashback qui me feront penser le contraire. Même tes visuels sont mauvais, tes FX sont mauvais, tes acteurs sont mauvais. Bah ouais, à part Gal Gadot, on voit bien qu'il y a pas grand monde qui a envie d'être ici, hein. Tu m'étonnes. Vous aviez teasé du méga lourd avec la vision de Bruce dans Batman v Superman, et on se tape ça? Où est passé le côté mythique de DC Comics? Même dans les bandes dessinées, les personnages sont iconisés, bordel. Et ici, on a quoi comme plan iconique? Allez vous faire foutre! Ouh, je crois que je me suis un peu emporté là. Reprenons. C'est un ratage total, un gâchis de pognon, en plus d'être un total gâchis de franchise. Car oui, ce qu'il faut se dire, c'est que la Warner frileuse comme nous l'avons vu, elle va faire quoi si les gens disent que Justice League c'est de la merde? Elle va faire quoi? Elle va changer de cap. Pour un budget de 300 millions de dollars, Justice League en a rapporté 650. Il reste rentable, mais bien loin des attentes de la Warner, en faisant le film avec le plus petit succès de cette saga. Alors ça, plus les critiques des fans, que reste-t-il? Pendant ce temps, chez Marvel. On plie littéralement le game, le MCU est plus en forme que jamais, s'agrandit et se diversifie, proposant même plusieurs séries se passant dans son univers. RIP Daredevil. On en est au 19e film qui approche, et nous le savons, Avengers Infinity War fut un immense succès, dépassant les 2 milliards de dollars au box-office. Là où la Warner a changé son fusil d'épaule à chaque critique, Marvel est resté dans son délire, gardant le cap et teasant toujours un peu plus l'arrivée d'un grand ennemi. Malgré des films qui sont mauvais et qui se sont fait chier dessus, Marvel tient bon et arrive à tenir un univers cohérent. C'est juste une question de cojones, me direz-vous. Et je ne saurais déterminer si vous avez raison ou tort. Le fait est que si le DC Extended Universe s'en était tenu à sa conduite sombre et sérieuse, l'avenir aurait sûrement été plus radieux pour lui. D'ailleurs, c'est quoi son avenir ? Le jour où cette vidéo sort, vous avez sûrement déjà vu Aquaman, mais je vous avoue à l'heure actuelle que les trailers que j'en ai vus ne me laissent augurer rien de bon. J'espère être surpris, après tout, James Wan est à la barre et ce n'est pas le premier des rigolos. Loin de là. Mais je ne m'attends à rien de vraiment grandiose. Et ensuite, sachant que les acteurs de Batman et de Superman ne tourneront plus pour la Warner, laissant d'après moi le soin à Aquaman, Shazam et le prochain Wonder Woman 1984 de continuer cette saga. Il y a bien un film sur Flash de prévu mais il patauge, je ne pense pas qu'il s'en sortira vivant, tout comme Green Lantern Corps, ou encore le projet The Batman que Ben Affleck devait écrire et réaliser, repris par Matt Reeves dans lequel il ne jouera même pas. À côté de cela, un film sur Harley Quinn et le Joker est actuellement en préparation, ainsi qu'un Suicide Squad 2 que je n'irai pas voir sauf si les critiques sont vraiment bonnes. L'univers du DC Extended Universe ne touche pas à sa fin, malgré la perte de ses membres fondateurs, et Warner a déjà prévu des films ne se déroulant pas dans cet univers, notamment le nouveau film sur le Joker, une nouvelle origin story avec Joaquin Phoenix se passant dans les années 80. La Warner part selon moi dans tous les sens, et je pense que la plupart des films que je viens de vous citer ne seront pas forcément de qualité, ou en tout cas ne rencontreront que peu de succès critique. Mais du coup, c'est quoi qui a merdé? Est-ce que c'est la faute du studio qui écoute ses fans?
Ou est-ce que ce serait pas en réalité les fans la cause du problème? Si nous n'étions pas tous, moi le premier, devant nos claviers ou nos appareils photo à donner nos avis sur des films et à râler quand on est mécontent, peut-être les studios laisseraient-ils plus de liberté créative aux réalisateurs qu'ils emploient. Comprenez-les, les gens de la Warner. Ils font Batman v Superman, les fans trouvent ça trop sombre. Ils font Justice League, les fans trouvent ça trop fun. Y a de quoi être décontenancé, non? Alors vous me direz, Boomster, si c'est nous la cause du problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Arrêter de donner son avis? Et si on tire le fil dans ce sens, on peut se dire qu'un film qui se fait encenser peut provoquer le même effet chez un studio, qui pourrait décider d'appliquer sans cesse la même formule et se péter la tronche aussi par manque de nouveauté et de créativité. Enfin bref, je n'accable personne. Nous aimons parler de cinéma, donner nos avis sur les films et il est important qu'on continue. Je ne fais que constater les faits et les faits sont là. Ce sont les critiques des fans qui sont responsables des volontés de changement de la Warner et comme le dit bien Michael J, les réels tueurs du DC Extended Universe, c'est nous. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, elle m'a demandé énormément de travail, je pense que vous le voyez, alors je veux vous demander de liker en balle, de commenter en balle, de partager en balle et de vous abonner si jamais vous ne connaissez pas cette chaîne et que vous me découvrez avec cette vidéo. Ce format est le genre de format que je préfère, j'aime les vidéos longues, j'aime les vidéos rétrospectives et j'aime donner mon avis sur des films avec du recul. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, à très bientôt. Salut!